Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique ce soir. Donc, je reçois sur ce plateau Georges Calixte, donc le deuxième volet de cette émission sur les élections législatives, donc le député. Nous allons essayer d'aborder cette question de manière très simple et que vous puissiez au moins savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de ces élections législatives. Georges Calixte, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Avant d'aborder vraiment ces élections législatives, alors on a eu à avoir une déclaration qu'on appelait la déclaration de Basse-Terre qui avait été signée entre les présidents de l'époque, Lucette Michaud-Chevry, on avait aussi Alfred Marie-Jeanne et aussi la Guyane, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et là maintenant, on a la déclaration de Fort-de-France. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une déclaration en chasse une autre? Est-ce que la déclaration de Fort-de-France, c'est quand même une inspiration de la déclaration de Basse-Terre? En tout cas, ce sont deux contextes qui sont complètement différents. En 2003, décembre 2003, lorsqu'il y a eu la consultation chez nous, c'est la conséquence de la modification constitutionnelle du 28 mars 2003 qui donnait davantage d'autonomie aux Outre-mer et qui donnait la possibilité de modifier les institutions. À partir de ce moment, Lucette Michaud-Chevry, qui avait une approche très identitaire de la gestion locale, a recherché des alliés et a trouvé le mouvement nationaliste et ils se sont mis d'accord. Dans la personne d'Alfred Marie-Jeanne. Alors, Alfred Marie-Jeanne, mais je parle surtout pour la situation spécifique de la Guadeloupe. Lorsqu'il s'est agi ensuite de pouvoir se prononcer, il y a eu une consultation populaire, puisque la Constitution l'imposait. Et cette consultation populaire a eu lieu en décembre 2003. Et c'est vrai qu'elle a eu lieu par rapport au fait que la Constitution avait évolué. Donc il s'agissait simplement d'une dynamique d'opportunité par rapport à la modification constitutionnelle. La déclaration de Fort-de-France est différente. Le contexte lui-même n'est plus le même, puisque 20 ans après, donc on est de 2003 à 2022, 20 ans après, on constate qu'il y a une forme de défiance de l'électorat vis-à-vis de la classe politique parce que l'électeur estime que les politiques publiques ne sont pas suffisamment efficaces ni efficientes. Et qu'est-ce qui s'est passé à Fort-de-France? Profitant d'une réunion des régions ultra-périphériques, et je rappelle que l'Europe est très attachée au principe de subsidiarité, les 4 départements d'outre-mer qui sont régis par l'article 73 ont signé une déclaration commune. Et que dit cette déclaration? 1. Qu'il faut modifier les rapports avec la France. Ce n'était pas le cas en 2003. Et modifier les rapports avec la France veut tout simplement dire que la départementalisation connaît maintenant des limites totales et que la notion d'identité législative qui fait que la loi qui est votée dans l'Hexagone s'applique in extenso, donc à l'identique dans les territoires ultramarins, connaît également ses limites. Et on l'a vu d'ailleurs pour la problématique du pass sanitaire. Donc, premier élément de cette déclaration, revoir les rapports avec la France parce que les présidents de collectivités estiment que la départementalisation connaît ses limites. Maintenant, là où il faudra suivre davantage, c'est quand ils disent, deuxième élément de la déclaration, il faut domicilier le pouvoir sur place. Mais eux, et là maintenant je m'adresse surtout aux élus de la Guadeloupe, il faut qu'ils disent, mais quelles sont les nouvelles compétences qu'ils veulent voir domiciliées sur place, de manière à faire le tri entre celles qui sont déjà possibles par la décentralisation et qui n'ont pas été suffisamment exploitées. Et il y a un champ des possibles très large. Donc, qu'ils n'ont pas suffisamment exploité, soit par frilosité, soit par méconnaissance, mais pas méconnaissance, plutôt frilosité. Donc, déjà se poser la question des compétences qu'ils veulent. Et s'il s'avère qu'il n'est pas possible, dans le cadre actuel de la décentralisation, de pouvoir les obtenir, eh bien, de demander à l'État le transfert de nouvelles compétences, bien sûr, qui ne peuvent pas être des compétences régaliennes. Donc, oui, si mais vous quand voulez... on n'a pas tout exploité...
est-ce qu'on peut dire, oui, nous voulons d'autres compétences? Alors voilà, mais il faut au moins faire le bilan, et ça je vous rejoins, hein. Autant pour la départementalisation qui avait sa raison d'être lorsqu'il s'agissait, au nom de l'identité législative, quand on donnait des moyens sociaux et qu'il y avait des avantages sociaux dans l'Hexagone, de dire nous sommes français à part entière, donc donnez-nous les mêmes avantages. C'est ça la départementalisation, elle s'est surtout appuyée sur ça, moins sur des problématiques économiques. Là, on est manifestement dans une grande difficulté de décentralisation. Et le terrain d'étude que j'ai regardé de près a été la gestion de la crise par nos élus par rapport au collectif. Le collectif présente 28 points, mais ils ne peuvent pas se rencontrer tout simplement parce que dans la quasi-totalité de ces points, en tout cas ceux qui sont les plus essentiels, si l'État n'apporte pas sa contribution, eh bien, le problème ne peut pas être résolu. En tout cas, la politique publique ne peut pas être efficacement mise en place. Donc, on était effectivement dans une situation où les élus se rendent bien compte qu'il y a ce différentiel d'appréciation par rapport à la population et où ils disent « donnez-nous davantage de pouvoir », mais je leur dis « attention ». Par rapport à la situation existante, vous avez déjà la possibilité, par des habilitations, par la possibilité des dérogations, de faire davantage de droits. Vous avez déjà des possibilités, vous ne les avez pas suffisamment utilisées. Profitez de cette dynamique de la déclaration de Fort-de-France, listez les compétences qu'il vous manque, voyons si vous ne pouvez pas déjà les avoir par la décentralisation, et après, on parlera d'une décentralisation plus poussée. Donc c'était le deuxième point, le troisième de cette déclaration. Alors le troisième de cette déclaration concerne, si vous voulez, la situation, en tout cas la manière nouvelle de reconsidérer l'outre-mer. En fait, c'est beaucoup plus dans le cadre de la dynamique européenne, hein. En fait, ce sont les deux premiers points qui posent, me semble-t-il, dans l'interprétation qu'on peut en donner, les limites de la départementalisation et la nécessité de mieux exploiter la décentralisation. Et quatrième point, vous avez dit qu'il y en avait 4. Alors, le quatrième point, pour l'instant, la déclaration est surtout en 3 points. Après, il y a eu des constats de fait et surtout, il y a eu un mot qui a été utilisé parce que les éléments de vocable sont importants. Les 4 ont parlé de maltraitance de l'outre-mer. Et c'est important parce que on est dans des espaces qui ont des vies politiques et institutionnelles complètement différents. La Guyane est prête actuellement, et ça a été le cas pour le congrès de Guyane il y a 1 mois et demi, à passer dans l'article 74. Donc ils sont pour une autonomie beaucoup plus large. La Réunion est prête à revoir, et j'ai écouté la maire de la possession il y a quelques mois, revoir l'amendement Virapoulet, parce que la Réunion ne voulait ni modification de ses institutions, ni habilitation législative. Maintenant, ils sont en train progressivement de revenir sous cet aspect. Mais alors, comment est-ce que la Guadeloupe pourra se positionner, puisqu'on voit que quand même la Guyane, la Martinique sont un petit peu plus en avance sur la Guadeloupe. Alors, est-ce que, bon, on peut dire que tous les territoires sont sur un même pied d'égalité, en tout cas partent sur un même pied d'égalité? Ils ne partent pas sur le même pied d'égalité. Ce qui les rend dans les mêmes conditions statutaires, c'est qu'ils sont régis par l'article 73, tous les 4. Maintenant, ils n'ont pas les mêmes institutions. Et à l'intérieur, par exemple, de la collectivité unique de Martinique, ils ont un conseil exécutif. La Guyane a conservé une collectivité unique également, donc il n'y a plus de département et de région, mais eux, ils ont conservé une commission permanente. Ça veut donc dire, et c'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut vraiment qu'on liste les compétences que les élus estiment nécessaires, puisqu'il y a, dans le cadre actuel, une grande palette de possibles sous le plan de l'adaptation institutionnelle, sous le plan des demandes d'habilitation, à faire des décrets ou des lois, si bien que, compte tenu de la diversité de ces 4 territoires, mais de la nécessité, d'une manière ou d'une autre, de s'émanciper, de toute façon, c'est la volonté du président de la République, et croyez-moi que les choses iront vite, puisque je consultais la composition du gouvernement. Et nous y arrivons tout à l'heure. Oui, et qui est à l'outre-mer? C'est l'ancienne présidente de la commission des lois de l'Assemblée. Ça veut donc dire que le président de la République a mis à l'outre-mer quelqu'une qui, de toute façon, va faire évoluer le cadre législatif
des rapports entre la France et l'outre-mer. Et je pense que les élus à Fort-de-France ont bien compris ce qui était en train de se tramer, entre guillemets, et qu'ils ont en fait anticipé. Le problème, c'est qu'ils anticipent par une déclaration de principe. Il faut maintenant que cette anticipation puisse se traduire concrètement. Alors, j'allais y par des arriver. compétences. On a vu l'avenir de la déclaration de Basse-Terre et je suis tentée de vous poser cette question et je vous la pose. Que vaut une déclaration? C'est une intention. C'est d'abord le constat donc du maltraitance. Donc, sur le plan politique, qui dit déclaration dit manifestation, en tout cas attirer l'attention d'un pouvoir hiérarchique au-dessus sur une situation. Voilà, c'est ça la déclaration. Mais on a vu la déclaration de Basse-Terre, on a vu ce que ça a donné, ou ce que ça n'a pas donné. Il y a eu, voilà, c'est-à-dire que la déclaration de Basse-Terre a été jusqu'à la consultation. C'est pourquoi j'ai insisté, même si la consultation est infructueuse. Maintenant, s'il y a une consultation, vu le niveau de défi entre la classe politique et l'électorat, il faut vraiment que les élus fassent de la pédagogie et fassent la démonstration que les nouveaux pouvoirs qu'ils demandent, donc le renforcement du pouvoir local, devrait leur permettre d'être beaucoup plus proches de la population. C'est vrai qu'au niveau de l'évolution même de nos institutions, il y a une dimension rationnelle et institutionnelle qui sera prévue par le droit, mais il y a également un aspect beaucoup plus irrationnel, beaucoup plus affectif. C'est la relation difficile que l'électorat guadeloupéen a avec ses élus. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a bon espoir que cette déclaration puisse faire évoluer les choses, changer les choses? Mais écoutez, je ne compte pas trop sur la déclaration pour faire évoluer les choses. Je vous ai dit que la dynamique du président de la République, c'est l'émancipation de l'outre-mer. Il y aura de toute façon une modification à la fois de la Constitution et de la loi. Et ce qui nous fait peur, pour lesquels nous sommes frileux et que nous hésitons, de toute façon, nous serons imposés par la loi. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que les élus, ils sentent que le vent est en train de tourner sur le plan des rapports entre l'État et les collectivités. Et c'est vrai qu'ils attirent l'attention en disant qu'ils sont maltraités. En fait, quand le ministre des Outre-mer était venu en Guadeloupe et qu'il avait parlé d'autonomie, il annonçait quelque part déjà la couleur. Mais le président ne l'a jamais caché. Il a parlé dans son programme d'ailleurs d'émancipation des Outre-mer et que la situation de statu quo ne pouvait plus rester. Est-ce que, rapidement, et c'est vrai qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus, est-ce que c'est une manière, comme certains le pensent, de se débarrasser des territoires, se débarrasser de la Guadeloupe, par exemple? Non, je n'ai pas en tout cas le sentiment, quand je vois les budgets qui sont votés, c'est une nouvelle forme de gestion et de management des relations avec l'outre-mer qui est beaucoup plus gestionnaire, beaucoup plus rationnelle. Autrement dit, rappelez-vous, beaucoup de ministres de passage n'ont cessé de dire « mais je ne suis pas le Père Noël ». Ça veut donc dire qu'il y a une bascule de représentation vis-à-vis de l'outre-mer. L'outre-mer, dans l'esprit des gouvernants actuels, ne sont pas des territoires, en tout cas les départements et régions d'outre-mer ou collectivités uniques, ne sont pas des territoires à qui il faut donner plus d'argent. Ce sont des territoires à qui, dans le cadre des moyens disponibles, il faut donner la possibilité institutionnelle et juridique de pouvoir mieux s'autogérer. Donc on est dans deux paradigmes complètement différents. S'attendre à ce que l'État mette face d'échecs au nom de certains retards en Outre-mer amène en tout cas des financements complémentaires. Je n'y crois pas beaucoup. Actuellement, l'État sur l'Outre-mer, par exemple, je prends le cas de la Guadeloupe, et sur les contrats de convergence. Il est également sur les contrats de relance et de transition écologique pour les intercommunalités. Il va faire aider les collectivités, mais dans le cadre de ces dispositifs. Mais quant à dire qu'il y aura un plan Marshall pour la Guadeloupe ou les Outre-mer, comme il y en a pu en avoir un, rappelez-vous, pour la Guyane, et que pour la Guadeloupe, on mettra par exemple 1 milliard d'euros supplémentaires très rapidement pour nous permettre un rattrapage. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, tout simplement. Voilà, donc, débat passionnant d'ailleurs, cette évolution que certains élus appellent de leur vœu. Maintenant, nous abordons la question
des élections législatives, toujours avec une actualité, la nomination de Justine Benin en tant que secrétaire d'État chargée de la mer. Alors, première chose, avant d'aborder vraiment les enjeux politiques, etc., c'est quoi un secrétaire d'État chargé de la mer? Alors, dans la hiérarchie du gouvernement, il y a des ministres d'État, justice, intérieur, il y a des ministres délégués et il y a des secrétaires d'État. Donc, dans la hiérarchie, le secrétaire d'État, c'est le dernier échelon au niveau du gouvernement. Justine Benin, qui a été rattachée directement à la première ministre. Ce que je constate, c'est que d'une part, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes surtout, il y a eu Victorin Lurel, mais on a connu Marie-Luce Panchard, Lucette Michaud-Chevry, maintenant Justine Benin. Et je constate que le gouvernement, par rapport à sa représentation de l'outre-mer en matière de biodiversité, a commencé à nommer des ultramarins dans des postes en charge avec les problématiques de la biodiversité et de la mer. Par exemple, Sylvie Gustave Duflo, qui est guadeloupéenne, elle est présidente de l'Office français de la biodiversité. Justine Benin sera secrétaire d'État en charge plus particulièrement de la mer. Ça veut dire que le gouvernement commence à donner à des ultramarins des responsabilités par rapport aux problématiques liées à la transition écologique et que cette transition écologique s'appuyant sur la biodiversité et la mer, moi je ne peux que me réjouir que ce soit des Guadeloupéennes qui occupent ces responsabilités. Alors maintenant, Justine Benin, députée de la 2e circonscription, Justine Benin que beaucoup disaient déjà qu'elle aurait été réélue dans sa circonscription. Alors, peu de temps avant ces élections législatives, elle est nommée secrétaire d'État. On peut dire qu'elle a eu une promotion, entre guillemets. Elle a été choisie par ce gouvernement, sachant qu'elle aurait pu se présenter à ces élections législatives. Quelle stratégie? Vous posez la problématique des incompatibilités. Alors, d'abord, l'incompatibilité ne s'applique pas dans le cas de Justine Benin. Il se trouve que le président de la République n'a pas imposé au secrétaire d'État de ne pas se présenter dans des circonscriptions. Donc il y a tout lieu de penser, et alors je n'ai pas la liste des candidats, c'était ce soir, hein. Oui. Il y a tout lieu de penser que Justine Benin, 18h. Voilà, que Justine Benin sera candidate. Simplement, je crois que son suppléant, c'est Bernard Pancrel. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé. Alors, ce qui va se passer, et donc on vient au niveau des incompatibilités, le gouvernement a mis comme principe, et c'est tout à fait normal, qu'on ne peut pas être membre du gouvernement et député. Être membre du gouvernement, c'est être dans l'exécutif. Être député, c'est être dans le législatif. Or, c'est le législatif qui contrôle le gouvernement. Donc, on ne peut pas être les deux, sinon on est à ce moment-là juge et parti. Donc, une fois, dans l'hypothèse où Justine Benin est élue dans la 2e circonscription, automatiquement, son suppléant, et c'est ce qui est prévu par la loi organique, siège. Maintenant, son suppléant siège, mais il est maire. Et on ne peut pas être maire et député. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, et la loi est bien précise, le suppléant sera tenu de laisser le mandat qui crée l'incompatibilité. Il ne pourra pas démissionner du mandat de député. Il devra laisser le mandat qui crée l'incompatibilité, c'est le mandat de maire. Autrement dit, cette nomination, quand on voit les incidences politiques, dans l'hypothèse d'une réélection, je dis bien dans l'hypothèse d'une réélection de Justine Benin, aura des conséquences non négligeables, y compris pour la commune de Saint-François. Sachant que cette incompatibilité n'entraîne pas de problème de gouvernance, elle reste au gouvernement pendant un certain temps. Oui, c'est un gouvernement provisoire. J'allais vous dire, donc pendant un certain temps. Ensuite, une fois qu'elle n'est plus au gouvernement,
elle reprend sa place de député, c'est ce que prévoit la loi, et bien sûr son suppléant, qui n'est plus en incompatibilité, peut revenir dans sa mairie pour occuper ses fonctions comme il les faisait avant, sachant que je rappelle que la fonction de maire, c'est simplement le conseil municipal qui élit son maire. Il n'est donc pas besoin de retourner devant les urnes. Regardez bien ce qui s'est passé entre Victorin Lurel et Josette Borel-Incertain. Oui, Une fois que Victorin Lurel a quitté le gouvernement, Josette Borel-Incertain lui a restitué sa place. Oui, mais pour le maire, il y a quand même un risque dans le cas de Bernard Pancrel. Non, écoutez, enfin, le risque, c'est si la majorité, à un moment donné, profite de son absence pour pouvoir créer des coups d'État. Oui, mais écoutez, je pense que s'il a une majorité stable, ça ne devrait pas se produire. Mais maintenant, vous avez raison. Une majorité stable ou pas. Le risque zéro n'existe pas dans le cas d'espèce. Ça, je vous rejoins entièrement. Donc voilà, concernant Justine Benin. Maintenant, nous allons quand même faire un peu de pédagogie ou continuer à faire de la pédagogie. Parce que souvent, on se dit, oui, mais depuis le temps qu'il y a des élections législatives, la population maîtrise parfaitement le rôle du député, elle connaît parfaitement tout ce qui concerne le député, mais nous, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, mais un rappel est, à mon sens, nécessaire. Quel est le rôle du député? Parce que lorsqu'il y a des élections, on se rend compte que certains candidats avancent plein de choses, plein de promesses, plein de propositions et qui n'entrent pas forcément dans le cadre du rôle du député. Mais effectivement, ça redonne confiance à la population. Effectivement, on essaye de dire à la population ce qu'elle a envie d'entendre. D'où la nécessité d'expliquer à cette population guadeloupéenne et à tous ceux qui nous regardent quel est le rôle exact d'un député. Quelles sont ses limites aussi? Alors, je vais vous proposer de prendre un exemple, parce que le rôle du député est très large. Vous vous levez le matin, vous êtes en famille. Les rapports que vous devez entretenir au sein de la famille sont prévus par le Code de la famille. Ce sont des lois votées par le député. Vous prenez votre voiture pour aller amener vos enfants à l'école, eh bien écoutez, ce sont les députés qui ont voté le Code de la route. Et à l'école, ce sont les députés qui ont voté les lois qui régissent les règles qui existent dans l'école à travers le Code de l'éducation. Après, vous décidez, vous entrez à votre travail, mais ce sont encore les députés qui ont voté les lois spécifiques au travail, codifiées dans le Code du travail. Autrement dit, vous allez faire du sport l'après-midi, à sortir du travail, il y a le Code du sport. Donc, nous bénéficions chacun d'une certaine liberté d'initiative. Maintenant, les règles qui nous encadrent sont des règles qui sont votées par les députés et qui impactent directement notre quotidien. Alors, comment ça se passe au niveau de la procédure parlementaire? Il y a deux sources pour les lois. Alors, quand je parle des lois, je parle des règles qui s'imposent à nous. Alors, par exemple, je prends la loi d'août 2021 sur le pass sanitaire, elle s'impose. Autrement dit, un maire va prendre une décision qui va concerner sa commune, mais le député, lui, prend des décisions qui concernent l'ensemble des situations qui sont sur le territoire. D'ailleurs, on ne parle pas de député de la circonscription de Guadeloupe, on parle de député de la nation. Parce que la décision qu'il va prendre va de toute façon s'imposer à tout le monde, y compris à ceux qui sont les élus politiques, puisque, là encore, ils ne peuvent agir qu'en conformité avec le Code général des collectivités. Mais est-ce qu'il est quand même là pour, je vais dire, pour que son territoire soit, entre guillemets, bien servi? Est-ce qu'il est là pour justement défendre son territoire? C'est difficile concernant les territoires ultramarins. J'explique bien que le député a un rayonnement global, donc sur toute la nation. Il a la possibilité, alors il dispose de deux possibilités. Par rapport à son territoire, il peut faire une proposition de loi. Par exemple, Justine Benin, qui, voyant que l'État imposait la structure unique de l'eau, a contourné la stratégie de l'État en passant par la voie législative et a fait une proposition de loi soutenue par Dominique Théophile
qui a été votée et qui, par conséquent, a entériné au niveau de la loi la structure unique de l'eau. Mais à côté de la proposition, le député peut faire des amendements. Ça veut donc dire que le gouvernement propose une loi, il a la possibilité de pouvoir, dans le cadre des débats en commission des lois, dire attention, cette loi n'est pas favorable pour la Guadeloupe. Alors pourquoi certaines lois ne sont pas favorables? Les députés se battent comme de beaux diables, il faut le reconnaître pour certaines lois, et pourtant ça passe quand même. Mais tout simplement parce qu'il y a 577 députés et que la représentation ultramarine, je crois, c'est 27 ou 28 députés. Donc il y a automatiquement un rapport de force qui s'installe, et si le gouvernement ne soutient pas la démarche de députés, les députés ultramarins n'ont pas à eux seuls la possibilité de pouvoir infléchir la dynamique de l'Assemblée nationale en faveur de l'outre-mer. Ouais, donc, en fait, tout est perdu. Alors, tout n'est pas perdu puisqu'ils se battent, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils se battent, ils soient forcément écoutés. Et c'est là où les élus dans l'appel de Fort-de-France disent, mais domicilions plus de pouvoir sur place de telle sorte que la loi de contourner ne nous impose pas directement, puisque si une compétence a été transférée, automatiquement la législation, la loi peut légiférer, mais elle peut légiférer en accord avec ceux qui exercent la compétence. Alors lorsqu'il s'agit d'une compétence qui est globale, générale, qui relève d'un intérêt général transversal, effectivement, la loi s'applique. Alors par contre, ce que je vous ai dit, les propositions des députés, c'est à peu près 30% du travail parlementaire à l'Assemblée nationale. Le reste du travail parlementaire, 70%, ce sont les projets de loi du gouvernement. Oui, où le député a un regard sur l'action du gouvernement. Le député, alors, il a d'abord un vote concernant les projets de loi du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le gouvernement ait la majorité, le Premier ministre ait la majorité à l'Assemblée pour que les projets de loi passent. Sinon, ils seront tous rejetés. C'est le premier point. Et enfin, je rappelle que le député a un travail important de contrôle du gouvernement. Oui, Chaque semaine, les membres du gouvernement doivent rendre compte de leur action devant les députés et devant les sénateurs. Que le député a la possibilité d'interpeller oralement le gouvernement dans le cadre des sessions plénières, ou alors de faire ce qu'on appelle des questions écrites, auxquelles le gouvernement est tenu de répondre et qui sont d'ailleurs publiées au journal officiel et qui sont souvent utilisées pour les jurisprudences. Donc oui, le député dispose d'un certain nombre de prérogatives, mais je voudrais aussi rappeler que l'article 73 reste quand même un article de l'identité législative et que quand vous allez demander les députés ultramarins des territoires régis par l'article 73 trop d'écart, trop de dérogations par rapport à un projet de loi, le gouvernement vous dit non, ce n'est pas possible parce que vous outrepassez le cas de l'article 73. Maintenant, dans le cas de l'article 74, c'est différent. C'est la spécialité législative. Ça veut dire que le constituant a transféré un certain nombre de prérogatives à ces territoires, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie, et que la loi ne se prononce plus sur ces compétences transférées, sauf s'il y a une mention spéciale, c'est pourquoi on parle de spécialité législative, qui dit que les dispositions de la présente loi sont applicables dans ces territoires. Donc dans l'article 74, et c'est la raison pour laquelle la Guyane veut y aller, on est dans un autre cadre législatif puisque les lois de la République ne s'appliquent pas de manière systématique comme elles s'appliquent dans l'article 73 de l'identité législative. Alors, d'où la nécessité pour ce gouvernement d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et pour que l'action même du gouvernement soit mise en place à partir de ces propositions. De ces projets. Eh bien, écoutez, vous savez, la logique qui préside le fait de mettre les élections législatives 1 mois et demi après les élections présidentielles, c'est que le constituant a estimé qu'il y a une dynamique qui s'installe. Et donc il faut en profiter. Et qu'il, écoutez, il faut effectivement éviter les cohabitations, en profiter.
Maintenant, la grande difficulté du président de la République, et on voit d'ailleurs à travers les stratégies qu'il mène, les extrêmes ont progressé. Extrême gauche, Mélenchon, extrême droite. Et en même temps, la dynamique nationale n'est pas forcément, et je l'explique la dernière fois, répercutée au niveau local, puisque entre la dynamique nationale et le côté local, il y a l'équation personnelle du député qui médit cette double dynamique. Et on constate que le gouvernement, qui n'a pas d'ancrage territorial, est dans une stratégie de débauchage terrible. Écoutez, moi, c'est la première fois où je vois autant d'anciens députés de droite, et voire même de gauche, lentement mais sûrement, rallier la dynamique gouvernementale, si bien que lui, la République en marche, n'a pas d'ancrage territorial particulier. Mais comme il faut cette médiation quand même au niveau national, il faut quand même des personnalités qui sont ancrées sur le territoire. Et comme la République en marche ne les a pas dans ses rangs, eh bien elle est en train de débaucher aussi bien dans les rangs du Parti socialiste que dans les rangs de la droite. Débaucher avec quelle promesse? Mais écoutez, avec des arrangements de circonscription qui feraient des accords entre, par exemple, certaines personnalités de gauche qui ont des circonscriptions gagnables et avec donc le soutien de la République en marche maintenant qui est devenue Renaissance ou alors du MoDem. Donc, écoutez, on voit bien que cette dynamique, ce n'est pas parce que le président de la République a été élu que dans ce cas de figure particulier, il a une garantie d'avoir une majorité à l'Assemblée. Et ça veut donc dire qu'il est en train, par rapport à cette crainte, de puiser, en tout cas, de trouver des transfuges, aussi bien à droite qu'à gauche. Voilà, maintenant, rapidement, alors, le mode d'élection. Le mode d'élection, c'est une élection par circonscription. Les circonscriptions, il y en a 4. Il y en a 4, c'est autour d'un peu plus de 100 000 habitants. Et il y a en général 2 tours, parce que pour être élu au premier tour dans une circonscription, il faut de 2 conditions, 25% des inscrits, plus la majorité absolue. Ça veut dire qu'on l'a vu pour les départementales, on est à peu près sur la même logique. C'est donc difficile de franchir le cap du premier tour, sauf s'il y a une dynamique particulière. Or, pour ces élections législatives, il faut voir comment l'électorat réagira, soit qu'il reste dans une dynamique très contestataire et il pourra donc se manifester sur d'autres candidats. En même temps, c'est que l'électorat guadeloupéen est très prudent. Il ne vote pas pour des gens qui n'ont pas encore fait leurs preuves au niveau des politiques publiques. Donc, premier tour, 25% plus la majorité absolue. On peut se qualifier pour le deuxième tour si on fait 12,5% des suffrages exprimés. Et bien évidemment, au deuxième tour, c'est celui qui arrive en tête qui automatiquement est élu député avec son binôme. Le binôme ne siégeant pas, on est bien d'accord. Alors, rapidement, quelques autres questions. Est-il, je vais dire, obligatoire d'appartenir à un groupe parlementaire? Non, pas du tout. Il y a le groupe des non-inscrits. Actuellement, il y a 7 groupes parlementaires. D'abord, pour constituer un groupe parlementaire, il faut de 15 parlementaires. Le Parti communiste, par exemple, n'en a pas. Et d'autre part, vous avez à l'Assemblée le groupe des non-inscrits, des députés qui ne sont inscrits dans aucun parti classique traditionnel. Donc, ce n'est pas obligé d'être membre d'un parti pour pouvoir bénéficier, en tout cas, prendre la parole. L'avantage, c'est que lorsqu'on est dans un parti et que l'on a un certain nombre de députés, on bénéficie d'un temps de parole qui est conforme, en tout cas en proportion de l'importance du groupe parlementaire. Et c'est vrai que ça peut aider, mais les non-inscrits, alors je ne connais pas le nombre exact de non-inscrits, mais les non-inscrits sont au moins plus de 15 puisqu'ils ont constitué un groupe parlementaire et ils ne sont ni de droite ni de gauche, ils ne sont pas inscrits. Voilà, alors combien gagne un député? Alors quand on parle d'argent, ça fâche toujours, on dit, mais combien gagne un député et comment ça se répartit? Comment est-ce que le député utilise cet argent? Donc, un député, il y a 2 sommes. Il y a une somme dite pour ses attachés, ses collaborateurs, 10 500 € par mois. Pour ses collaborateurs. Pour ses collaborateurs. Ou son collaborateur. Alors,
il choisit. Il peut avoir un, il peut avoir deux, il a jusqu'à 10 500 euros. C'est lui qui voit s'il choisit un ou deux collaborateurs. Et un à qui il donne 10 500 euros. Alors écoutez, les collaborateurs de cabinet, non. Il y a, si vous voulez, un barème qui a été instauré et qui font qu'ils n'ont pas 10 500 euros d'un seul coup, non. Il faudrait que je vérifie, mais il y a eu des barèmes qui ont été placés pour les collaborateurs de cabinet. Il y a même un cadre d'emploi, en tout cas un statut pour les collaborateurs de cabinet. Ensuite, s'il ne les utilise pas, il doit les restituer à l'Assemblée. Ça, c'est pour ses collaborateurs. Pour lui, à titre personnel, il touche autour de 5 700 euros net. Par mois. Par mois, bien sûr. Et il a la possibilité de cumuler, parce qu'on viendra certainement tout à l'heure sur les incompatibilités. Oui. Mais on peut être député et conseiller départemental, simple conseiller départemental. On peut être député et simple conseiller régional. Donc il peut cumuler, c'est un peu plus de 5 700 euros avec un mandat local. Simplement, il ne doit pas dépasser dans le total de ces cumuls, dans l'enveloppe, 8 270 euros. S'il dépassait 8 270 euros, il y a automatiquement un écrêtement. Et cet écrêtement. Maintenant, il y a d'autres avantages. Alors, c'est ça que j'allais vous dire. Bah, écoutez, le député, il ne va pas voyager en classe économique. Oui, quand il arrive sur place, il bénéficie d'un certain nombre d'avantages. Alors, écoutez, des avantages en nature. Oui. Par rapport, écoutez, les déplacements, l'hébergement, la restauration. Et c'est vrai que les parlementaires bénéficient effectivement d'un statut très particulier dans la République, puisqu'ils sont vraiment dans des maisons feutrées, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, ça demande aussi beaucoup d'énergie, parce qu'en séance plénière, parfois c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Il a droit à combien de billets d'avion par an? Je crois que c'est une dizaine par an pour ses déplacements, ce qui s'explique par le fait qu'à tout moment, il doit être dans ses déplacements parlementaires. Juste une dizaine par an? Oui, je crois que ça ne dépasse pas les 10 par an. Et donc, il a également le travail parlementaire dans l'hémicycle, mais il a le travail en commission. Or, avec la réforme constitutionnelle, le travail en commission est fondamental. Parce que vous voulez faire passer un amendement, ça se discute en commission. Et si en commission, il n'y a pas, en tout cas, un rapport de force suffisamment favorable, à partir de ce moment, l'amendement que vous voulez faire passer ou la proposition de loi ne passe pas. C'est la raison pour laquelle certains députés, à un moment donné, se rapprochent de la majorité, mais ils ne le font pas, si vous voulez, par affinité particulière. Ils le font par stratégie, parce que s'ils n'ont pas l'appui... Il faut être dans les bonnes grâces du gouvernement. Alors non, ce n'est pas seulement les bonnes grâces du gouvernement. Il faut pouvoir avoir le soutien du gouvernement pour qu'au moment du vote, ce que vous proposez puisse être accepté. Ce n'est pas avec, même s'il y a un consensus parlementaire en lien avec l'outre-mer, ça ne suffira pas. Donc c'est pourquoi certains... Donc on se renie pour pouvoir arriver à ses fins? Alors je ne sais pas si on se renie. Il se trouve qu'on a un amendement, on a une proposition, que cet amendement, cette proposition, de toute façon, elle ne passera pas par la propre dynamique. Et vous avez constaté que, par exemple, parmi nos 4 députés, il y en a quand même 3 qui ont collaboré en grande proximité avec le pouvoir. Mais avait-il le choix? Vous croyez que Justine Benin, si elle ne s'était pas appuyée sur la majorité présidentielle, mais sa proposition de loi relative à l'eau ne serait jamais passée? Et elle ne serait pas non plus secrétaire d'État chargée à la mer. Ça, c'est un autre... vous soulevez effectivement un autre problème. Je pense qu'il y a une négociation. Elle est proche du MODEM, Justine Benin. Oui. Il y a eu une négociation entre Bayrou et le président de la République, parce que le MODEM, quand même, c'est lui qui permet de faire l'appoint pour la majorité. La République en marche avait, je crois, au départ 260 députés. Donc les 313 députés qui ont voté pour, en tout cas qui votaient au départ la République en marche, puisqu'il y a eu quelques débauches entre-temps, étaient en réalité complétés par le MODEM. Donc Justine Benin, je pense qu'elle a bénéficié de cette négociation entre le MODEM
et la Renaissance, en tout cas, puisque maintenant on ne parle plus de République en marche, mais de Renaissance, et qui lui a profité, certainement. Alors maintenant, rapidement, puisque nous sommes malheureusement arrivés au bout de l'émission, les incompatibilités. Un député ne peut plus exercer une fonction exécutive locale. Mais la loi a été plus loin, puisque là, on est depuis la loi de 2017, la loi était plus loin. Il ne peut non plus exercer aucune fonction, alors bien sûr de maire, président de conseil départemental, ni d'adjoint au maire, ni de vice-président de collectivité. Et le législateur a été plus loin. D'habitude, quand on fait le total du cumul des mandats, on ne prend pas en compte les intercommunalités, les EPCI, Cap Excellence ou bien communauté d'agglomération. Eh bien, pour les députés, ils sont également contraints de n'être ni président d'intercommunalité, ni vice-président. Ça veut dire que le député, à l'heure actuelle, il peut être député, il peut être conseiller départemental, conseiller régional ou conseiller municipal et éventuellement conseiller communautaire, mais il n'a plus cette possibilité, en étant député, d'avoir un rôle important dans les exécutifs locaux. Ce n'est plus possible. Alors, rapidement, encore une question, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Tout à l'heure, vous disiez il faut se coller un petit peu à la majorité si on veut qu'un texte passe, si on veut que les choses aillent au mieux. Mais est-ce que la voix discordante d'un député ne porte pas plus que d'être dans la mouvance générale? On a vu des députés qui sont montés au créneau, qui ont parlé fort et où ils ont été entendus et où leur voix a porté sur les votes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, si on est dans la majorité ou si on se colle à la majorité, on a plus de chances de réussir? Alors, il y a dans les deux assemblées le principe du contradictoire. En interne à l'Assemblée, mais il y a également le Sénat et l'Assemblée. N'oublions pas qu'il y a le Sénat et que le Sénat, c'est un bord politique à droite, donc qui n'est pas forcément dans la dynamique de l'actuel président de la République. Donc, oui, il y a la nécessité pour les députés de faire entendre des voix discordantes. Maintenant, après, lorsqu'il y aura les votes, parce que c'est ça qui est important, c'est que la loi ne s'appliquera, même si on la critique, même si le gouvernement ne veut pas faire d'amendement particulier, il ne le fera pas. Et il a même la possibilité d'utiliser l'article 49.3. Et rappelez-vous ce qui s'est passé pour la loi travail, la loi El Khomri, à cette époque. Oui. Mais les députés de l'opposition sont montés au créneau, mais de manière faramineuse. Mais l'actuel gouvernement avait la majorité, mais les dispositifs de la loi, quasiment 90% de ceux qui avaient été prévus dans le projet de loi sont passés par le vote. Donc ça ne veut pas dire qu'il faille renier, pas du tout. Mais souvent ils critiquent nos trois députés en disant oui, mais eux, ils ont collaboré avec le gouvernement. Ben, ils n'ont pas collaboré, c'est qu'à un moment donné, sur le plan stratégique, il y avait des éléments à faire passer. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, tout simplement. Ouais. Alors, pour résoudre ce problème, il faut effectivement plus de pouvoir local pour éviter que nos députés soient en permanence. À l'autonomie. Ben, écoutez, plus de pouvoir local, c'est déjà l'autonomie. Maintenant, il faut choisir quelle autonomie on veut. Et je répète, commencer par identifier quelles nouvelles compétences on voudrait exercer. Merci Georges Calix d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, mais surtout un très bon week-end.